Aujourd'hui, on va parler de la Turquie, de sa géopolitique, de ses contradictions, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce pays. Et cette fois-ci, on va pas faire une longue introduction, on va commencer avec un petit topo de la situation, comme ça vous avez dès le début une vision d'ensemble sur le sujet. Déjà, commençons avec la carte. La Turquie, c'est un pays du Moyen-Orient. Il partage ses frontières avec plusieurs pays, notamment la Syrie, l'Irak, l'Iran et l'Arménie. Et au-dessus, c'est la mer Noire qui donne accès à l'Ukraine et à la Russie. Le premier ministre turc, il s'appelle Erdogan et il applique une politique qui est simple. Mettre de son côté une partie suffisamment grande de la population pour assurer son élection et sa légitimité, tout en menant une politique économique qui favorise le développement de la bourgeoisie, c'est-à-dire la classe la mieux organisée et la plus puissante de son pays. La partie de la population qui louvoie, ce sont les musulmans conservateurs sunnites. Il va adopter alors un discours religieux et dresser cet électorat contre les autres parties de la population turque, notamment les Kurdes. Sa politique économique est donc orientée vers cet électorat en leur donnant des privilèges comme l'accès à la propriété, des boulots industriels avec des bons salaires grâce auxquels ils peuvent se hisser dans la classe moyenne. Une stratégie de distinction très efficace quand, en face, les non privilégiés, eux, restent dans la misère. Tu sais, c'est quand tu mets plein de SDF sur les trottoirs en France, comme ça les salariés ils râlent beaucoup moins contre leur patron. Une politique de distinction qui va même plus loin lorsque la police d'Erdogan réprime les Kurdes, les traite comme des terroristes, les assassine et les met en prison. Une ambiance de guerre ethnique organisée par l'État lui-même qui lui permet ensuite de se débarrasser des opposants. En 2013 par exemple, les Turcs ils se soulèvent contre des scandales de corruption qui sont liés au cartel du bâtiment turc. Et à ce moment-là, Erdogan utilise sa police pour réprimer les manifestants. Pareil en 2016 après un coup d'état manqué par des militaires. Et s'il s'en sort, c'est grâce au clergé qui a pu mobiliser les masses et empêcher sa chute. À partir de ce moment-là, plus que jamais, ce clergé deviendra le cœur du pouvoir d'Erdogan qui s'accorde après ça les quasi pleins pouvoirs en menant une immense purge contre les opposants, que ce soit à l'armée, dans la justice ou dans les universités. Et concernant la bourgeoisie que Erdogan louvoie, qu'est-ce que c'est? Eh bien cette bourgeoisie-là, elle s'est concentrée principalement en Turquie autour de la construction et de l'industrie lourde. On parle d'acier, d'automobile, de manufacture, de textile, de puces électroniques, des bâtiments, du ciment et de la fabrique d'armes. Et là, c'est donc des grandes entreprises avec des grandes usines qui sont concentrées entre quelques mains qui sont très proches du pouvoir. Le rôle d'Erdogan, c'est alors d'assurer un accès en matières premières et des nouveaux marchés à l'étranger à ces industriels-là pour qu'ils puissent continuer à avoir des profits, à investir et à se développer pour devenir des entreprises d'influence régionale. Et il faut garder ça en tête quand on pense à la géopolitique d'Erdogan, une politique qui est menée pour sa classe moyenne et pour le développement de sa bourgeoisie. Et on va voir que ces deux trucs-là mis ensemble, ça va créer énormément de situations qui peuvent sembler assez contradictoires à première vue, mais vous inquiétez pas, on va décortiquer ça ensemble. Bienvenue au Canard Réfractaire. Aujourd'hui, on fait le point sur la Turquie. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas, vous pouvez nous financer car nous sommes un média indépendant. Nous ne vivons que par vos dons et on doit boucler notre cagnotte annuelle pour continuer notre travail. Chez nous, pas de placement de produits ni de milliardaires, mais ça demande une condition, qu'on arrive à boucler ce financement. Donc si vous voulez participer à notre travail en nous soutenant financièrement, tout est en description. On va commencer cette vidéo par le plus simple, les relations entre l'État turc et l'État israélien. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Erdogan, il est quand même assez proche du Hamas. Il a invité ses représentants à Ankara, la capitale turque, et soutient officiellement le mouvement palestinien. C'est un moyen pour lui de faire pression sur le concurrent israélien dans la région, de peser pour de futures négociations et de contenter sa base électorale musulmane conservatrice pro-palestinienne pour rester au pouvoir. Sauf que, en même temps que soutenir le Hamas, le type il collabore quand même à tous les niveaux avec l'État israélien. Déjà, la Turquie est membre de l'OTAN, donc il y a des bases états-uniennes qui sont utilisées comme armes de dissuasion par Israël face à tous ses concurrents et notamment l'Iran. Les deux pays ont des ennemis en commun en Syrie qu'ils bombardent fréquemment. Ils ont aussi mené des opérations militaires dans le Haut-Karabakh en Arménie pour favoriser les conquêtes azéries. Et niveau économique, c'est pas des ententes, c'est de la vraie collaboration. La Turquie ne cesse d'augmenter encore et encore ses échanges commerciaux avec l'économie israélienne.
En 10 ans, ça a été multiplié par 3 pour atteindre 7 milliards de dollars d'exportation. De l'acier, du textile, de l'automobile, de l'électricité, du ciment et surtout du pétrole. Près de la moitié des approvisionnements en pétrole israélien provient d'Azerbaïdjan qui passe par les pipelines qui traversent la Turquie avant d'être envoyés par bateau en Israël via ces ports turcs. D'où le fait que les Turcs et les Israéliens soutiennent l'Azerbaïdjan dans leur conquête parce que, en fait, ils ont des biens en commun là-dedans. En échange, l'État israélien exporte des composants électroniques indispensables à son armée et à son industrie lourde, qui devient alors assez rentable pour s'exporter à l'étranger. La bourgeoisie turque en profite donc pour se développer, mais du côté de la population, ça commence à coincer cette histoire. Bah oui, parce que Erdogan, là, il se la joue genre leader des musulmans, mais en réalité, il pacte avec les pires religieux fanatiques israéliens qui massacrent par des dizaines de milliers des Palestiniens, dont des musulmans. Erdogan, le cul entre deux chaises, va donc faire le politicien pour essayer de satisfaire tout le monde. Il va faire des grands discours pour défendre les Gazaouis histoire de s'approprier le mouvement pro-palestinien et en même temps, il continue d'envoyer 8 navires par jour pleins à craquer de marchandises aux industriels israéliens qui utilisent l'acier turc pour fabriquer leurs bombes contre les Palestiniens. Du coup, Erdogan, là, avec son écharpe, il passe un peu pour un gros hypocrite auprès de son électorat musulman conservateur. Après des mois de massacres en Palestine auxquels la politique turque a participé par voie commerciale, Erdogan, sous pression populaire, a décidé que les exportations de marchandises vers l'économie israélienne ne seront plus subventionnées. De son côté, l'État israélien demande à ses lobbyistes aux États-Unis de faire pression pour organiser un boycott de la Turquie. Sauf que sous cette escalade très contrôlée des tensions commerciales entre ces deux pays, en fait le commerce n'est pas arrêté, il continue de s'envoyer des bateaux, de s'envoyer du pétrole, de s'envoyer des marchandises, parce qu'en réalité, ils sont concurrents certes, mais ils sont aussi surtout dépendants l'un de l'autre pour continuer à se développer. D'où le côté très hypocrite de la politique turque, mais qui est en réalité parfaitement rationnel quand on pense aux intérêts de l'État turc. Cette situation montre que deux États peuvent avoir des relations différentes en fonction du front. Sur un front économique, vu qu'il y a des gros intérêts convergents, ils bossent ensemble, mais sur un front diplomatique et de politique intérieure, ils sont opposés. Et que ce soit contradictoire, c'est pas grave, parce que les deux États vont en réalité mener de la même façon ces deux fronts, en ménageant la chèvre et le chou pour assurer à chaque fois leur intérêt. Donc ça c'était pour la Turquie et Israël, et maintenant on va voir les relations entre la Turquie et les Kurdes. Les Kurdes, c'est un peuple sans pays à la jonction entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et donc la Turquie. Les Kurdes, ça représente 20% de la population turque, donc quand on parle d'eux, c'est pas un détail. Comme on disait au début, Erdogan crée des divisions ethniques dans la société turque en dressant les musulmans conservateurs sunnites d'un côté à qui il donne des privilèges et de l'autre côté les Kurdes qu'il réprime. Et forcément, les Kurdes deviennent des opposants à Erdogan vu que ce sont eux qui sont les plus opprimés politiquement et économiquement. Des opposants que Erdogan va accuser de terroristes pour les réprimer, les interdire, les calomnier, les emprisonner et les assassiner. Je vais jamais réussir à dire bien le mot terrorisme une seule fois. La division ethnique justifie l'autoritarisme et donc la répression de la population. Erdogan, qu'importe les scandales de corruption, de collaboration avec Israël, il n'a qu'à envoyer les flics pour régler les problèmes. Alors ça marche jusqu'à un certain point parce qu'il faut quand même qu'il ait une assise sociale, mais ça lui permet de garder le pouvoir et de résoudre les contradictions de son propre système. Erdogan utilise son État pour essayer donc de contrôler les Kurdes en Turquie, mais il y a aussi d'autres Kurdes dans d'autres pays, et notamment en Irak. Le nord de l'Irak est devenu une province autonome gérée par les Kurdes, en grande partie par un parti qui s'appelle le PDK. Sauf que pour Erdogan, ces Kurdes en Irak, ils posent deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que la Turquie a donc des frontières qu'elle partage avec un territoire qui est contrôlé par des organisations kurdes qui sont opposées à Erdogan. Un point de fragilité sur lequel pourraient appuyer des puissances étrangères pour déstabiliser le sud de la Turquie. Et secondement, même si les Kurdes irakiens exportent leur pétrole en Turquie, ça reste assez limité parce que l'industrie là-bas se développe assez peu et les tensions entre la province kurde et l'État irakien empêchent de bien faire du commerce avec l'Irak mais aussi avec le reste du Moyen-Orient où il y a très peu de routes commerciales. Et en plus, t'as la justice internationale qui vient d'interdire l'exportation du pétrole des Kurdes vers la Turquie. Donc clairement, d'un point de vue de l'État turc, il y a moyen de mieux gérer la situation. Deux problèmes majeurs pour lesquels l'État turc a trouvé une solution. Récemment, ils se sont arrangés avec l'État irakien pour mener ensemble des opérations militaires contre les Kurdes irakiens pour reprendre le contrôle du territoire. Le pétrole sera exploité par l'État irakien puis envoyé en Turquie, assurant aux industriels turcs un approvisionnement en pétrole. En plus de ça, il y a un contrat à 17 milliards de dollars qui est posé sur la table pour les industriels du bâtiment turc
pour qu'ils construisent des rails, des routes, des pipelines et toutes les infrastructures nécessaires pour créer d'immenses routes commerciales entre l'Irak et la Turquie, permettant donc aux industriels turcs de pouvoir largement exporter leur production à des endroits qui étaient jusqu'alors inaccessibles. Et là, franchement, c'est tout bénef pour Erdogan. Il réprime des Kurdes, ils détruisent leurs bastions, ils sécurisent une de ses frontières tout en assurant les intérêts de sa bourgeoisie. Et en plus, il n'y a personne pour s'opposer au massacre des Kurdes, vu que, bon, avant, ils étaient un peu soutenus par les États-Unis pour lutter contre l'État islamique, mais depuis que cet État islamique a été démantelé dans la région, eh ben les Kurdes, ils sont laissés à eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui a fait que l'État irakien a pu reprendre un peu de la puissance et donc renégocier ce genre de contrat avec la Turquie. Donc on pourrait se dire, bon bah ok, l'État turc est allié avec l'État irakien. Sauf que non, pas du tout. Parce que en même temps de tout ce que j'ai dit, il faut se rappeler que la Turquie a soutenu et financé Daesh en Irak en achetant son pétrole de contrebande. Et en plus de ça, pour s'assurer des négociations, l'État turc a réduit de moitié les fleuves qui passent par son territoire avant de se jeter en Irak. Les gars, ils utilisent l'eau comme un moyen de chantage diplomatique pour négocier une intervention militaire et les accords commerciaux. Et donc, quand on analyse le truc bien, on se rend compte que, bah non, ils sont pas alliés, mais ils sont pas ennemis non plus. En fait, ce que fait l'État turc, c'est jouer avec toutes les cartes à sa disposition et saisir toutes les opportunités pour pouvoir satisfaire les intérêts qui sont les siens sur chacun de ses fronts. En réalité, c'est ça, la géopolitique. On va prendre un autre exemple qui ressemble pas mal, c'est avec la Syrie. L'État islamique et la guerre civile syrienne a fragilisé et fracturé le pays. Le nord, où se trouve la moitié des réserves de pétrole du pays, est maintenant contrôlé par les Kurdes syriens dans une région qu'on appelle le Rojava. On a donc encore une fois des Kurdes à la frontière turque, assis sur une poche de pétrole, d'autant plus que là, ces Kurdes, ils viennent du PKK, un parti révolutionnaire encore plus anti-Erdogan que les autres Kurdes. Résultat, l'armée turque bombarde le nord de la Syrie depuis des années et y poste des soldats du côté syrien de la frontière. Et les objectifs sont multiples, créer une zone tampon sécurisée, empêcher les Kurdes syriens de passer la frontière et déstructurer le PKK. De sorte qu'à l'avenir, la Turquie est en position de force pour réclamer une présence militaire en Syrie et un accès au pétrole. Et pour faire ça, l'État turc, il mène une guerre réelle contre l'État syrien. Il y a des vrais bombardements, il y a des centaines de morts, et ça emmerde aussi pas mal l'État russe, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est restaurer l'ancienne puissance syrienne avec tout son territoire afin d'avoir un allié de poids au Moyen-Orient. Ce qui veut dire que l'État turc, en réalité, il défie la puissance russe. Et s'il le fait, c'est que l'État turc, il a les armes pour le faire. Allez, reprenons notre fameuse carte. On voit que la Turquie contrôle le détroit de Bosphore, qui est l'accès à la mer Méditerranée le plus rapide pour la Russie. Et depuis les sanctions européennes, une grande partie du pétrole russe est exportée par bateau à travers ce canal. Autrement dit, sans une forte collaboration avec la Turquie, il n'y a pas d'exportation par la mer du pétrole russe. D'autant que la Turquie a multiplié ses achats de céréales, de gaz et de pétrole à la Russie, qui aujourd'hui n'a plus le luxe de choisir ses clients. Et donc là, la Turquie, encore une fois, joue avec les cartes qu'elle a en main et profite de la guerre d'Ukraine pour renforcer la dépendance de l'État russe envers son économie et pour avancer donc ses pions en Syrie. Le tout en permettant d'assurer un approvisionnement en énergie pour ses industriels. Bref, la stratégie impérialiste de l'État turc, c'est de jouer un peu sur tous les tableaux, de multiplier les alliances, les chantages, les pressions pour créer autour de ses frontières des zones tampons, tout en réprimant les opposants et en s'appropriant les puits de pétrole et les nouveaux marchés pour ses industriels. Là encore, il n'y a aucune logique de bloc, simplement une puissance économique et militaire qui déploie toutes les stratégies possibles pour se développer. Nous, ce qu'on comprend de la géopolitique, c'est que rien n'est unicausal, c'est-à-dire que rien n'est causé que par un seul truc, tu vois. Et donc toute la politique d'Erdogan, comme on a vu, c'est pas juste satisfaire les intérêts des riches de la Turquie, tu vois. C'est aussi développer l'économie turque. C'est aussi faire en sorte de réprimer les opposants et de contenter une base électorale suffisamment grande de la population. Et on va voir ensemble un dernier point, une dernière cause qui se rajoute aux autres, qui explique pourquoi la géopolitique de la Turquie est telle qu'elle est. C'est qu'en réalité, c'est une question de survie. Pour développer cette fameuse classe moyenne, l'État a augmenté les salaires et facilité les crédits à la consommation. Résultat, les musulmans conservateurs sunnites ont pu s'endetter et augmenter leur pouvoir d'achat. Les industriels ont récolté cette manne financière en augmentant leur production d'objets de consommation pour les Turcs et en construisant des tas de logements très rapidement. Plus de production, donc plus d'achats, donc aussi plus de revenus issus de l'impôt pour l'État qui construit par exemple des hôpitaux en passant en commande chez les mêmes industriels.
L'augmentation de l'endettement chez les classes moyennes a permis donc le développement de la bourgeoisie turque, sauf que cette histoire, elle va très vite coincer. En 2023, il y a un puissant tremblement de terre dans le sud de la Turquie. Tu as des tas et des tas d'immeubles construits par le cartel du bâtiment qui s'effondrent faute à des réglementations qui n'ont pas été respectées, alors que ces immeubles se trouvent sur des failles sismiques. Des millions de Turcs doivent migrer donc vers le nord, et là tu as des propriétaires véreux qui en profitent pour augmenter les loyers. Par-dessus le drame, tu as donc des scandales politiques. Un autre par exemple, l'État turc ne déploie pas ou peu d'aide envers les victimes du tremblement de terre, ni nourriture ni eau, et ça c'est encore le cas aujourd'hui. Économiquement, le sud du pays se retrouve bloqué, les usines et les infrastructures sont endommagées, sans main-d'œuvre pour les réparer à cause de la migration. Une crise naturelle qui renforce donc une crise économique qui était déjà en réalité très inquiétante. En effet, si avec les politiques récentes d'Erdogan, les entreprises peuvent produire plus, elles ont aussi besoin de plus importer de l'étranger les matières premières qui ne sont pas en Turquie. L'augmentation de la production a donc produit une augmentation des importations, ce qui va monétairement se traduire par une perte de la valeur de la monnaie turque. Et ils sont donc dans un cercle vicieux où plus ils importent, plus l'importation coûte cher et plus les prix flambent. Malgré une croissance du PIB à 6%, l'inflation turque, elle, est à 60%. Il y a donc un appauvrissement généralisé de la population, y compris de la fameuse classe moyenne. Alors partout en Turquie, ça commence à râler, à faire grève, à contester le pouvoir dans les usines et dans les universités. La répression de l'État est alors très féroce. En 2023, Erdogan remporte l'élection avec seulement 52% malgré toute la propagande, parce qu'il faisait face à un candidat qui réunit toutes les oppositions, des révolutionnaires kurdes aux libéraux de droite. L'élection municipale qui suit est-elle remportée par le parti d'opposition laïque qui garde les grandes villes et gagne aussi la ruralité. Erdogan, il est affaibli de cette histoire, mais malgré tout, il a réussi à passer l'épreuve de l'élection. Et les prochains scrutins, c'est pas avant 2028. Il a donc 4 ans pour résoudre cette crise économique tout en préservant son électorat. Et la solution, c'est quoi? C'est compenser l'augmentation des importations par une augmentation des exportations. Les crédits à la consommation et les subventions d'État sont alors redirigés vers l'industrie lourde et le bâtiment pour augmenter leur production. L'État s'arrange pour prendre la main sur du pétrole pour alimenter en énergie cette hausse de la production, puis il multiplie les alliances contradictoires et les accords économiques avec les États étrangers pour remplir le carnet de commandes de ces industriels. Une façon donc de favoriser encore une fois le développement de la bourgeoisie sans trop entacher le niveau de vie de son électorat. Et pour ça, si Erdogan doit jouer avec le feu de la guerre, s'il doit massacrer des populations, s'il doit priver d'eau tout un pays ou réprimer encore plus les oppositions qui dénoncent l'appauvrissement et s'il faut envoyer les flics dans les universités pour mater les contestations, rester au pouvoir et maintenir cette politique, vous savez quoi? Il le fait. C'est soit ça, soit la violente crise économique qui emporte avec elle la classe moyenne et la bourgeoisie turque, c'est-à-dire les fondements de l'État turc. Donc en réalité, si l'État turc paraît aussi agressif et contradictoire, c'est qu'il n'a pas le choix. Donc nous, on a tiré plusieurs leçons de notre étude sur la Turquie. Déjà, quand on analyse bien la situation, on voit bien que la logique de bloc qui est promue par certains avec d'un côté, les Occidentaux, de l'autre, les BRICS, en réalité, ça marche pas. L'État turc n'a pas choisi de camp dans aucun conflit. Et comme tous les autres pays qui en ont les moyens, les dirigeants turcs adaptent leur stratégie pour chaque front. Ils font avec l'État russe quand ils se mettent ensemble pour frapper les Kurdes, et ils vont contre l'État russe quand il faut frapper Assad. Ils sont avec l'État israélien quand il faut commercer, et ils sont pro-Hamas quand il faut faire de la diplomatie et faire de l'électoralisme. Et en réalité, tu as à minima une bonne dizaine d'États suffisamment puissants économiquement et militairement dans le monde pour jouer leur propre partition et pour devenir des impérialismes régionaux forts. Nous, c'est ce qu'on appelle des pays pirates et c'est ce qui explique pourquoi la lecture du monde n'est pas bipolaire. Elle est chaotique et elle doit s'analyser au cas par cas et même mieux, front par front. D'où le fait que les États qui se revendiquent musulmans au Moyen-Orient collaborent autant avec l'État israélien. C'est parce qu'ils jugent que sur ce front-là, mieux vaut garder la tête baissée et maintenir leurs échanges économiques avec Israël. Et en même temps, sur le front de la diplomatie et de la politique intérieure, ils vont tenter de contenir un peu les choses pour contenter leur électorat souvent pro-palestinien, ce qui explique le double jeu permanent de ces États-là. Cette analyse, elle montre aussi que la géopolitique, et donc la guerre, sont définies partout par des intérêts internes de chaque pays qui dépend de l'avis et surtout de la résistance de la population. Un État ne fait pas ce qu'il veut, il doit faire avec la population à minima. Et notre capacité à réagir à leur politique, à se scandaliser face à leurs crimes, à se désolidariser de leurs mensonges,
influent sur la politique de ces États. Ce qui veut dire qu'on a le pouvoir de peser sur la politique de nos États aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Et à l'heure où trop de gens puissants préparent la guerre partout dans le monde, c'est indispensable de se rappeler que la géopolitique, ce n'est pas choisir un camp pour dénigrer l'autre, mais de savoir prendre position pour renforcer et organiser notre propre camp à nous, le peuple. C'est là-dessus qu'on termine. Évidemment, ce On fait le point a demandé énormément de travail, que ce soit au niveau des recherches, au niveau de l'écriture ou du montage pour Kuro. Et ces vidéos comme ça, on peut en faire un paquet chaque année, à condition qu'on boucle notre financement annuel. Financer le canard, c'est financer une dizaine de vidéos par semaine avec toutes nos analyses, nos discours et nos propositions. Si vous entendez au canard un discours qu'on entend nulle part ailleurs, c'est parce qu'on le dit, mais aussi parce que des gens ont financé notre média. Donc si tu veux participer à cette aventure, les liens sont en description. Et merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus jusque-là. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation en Turquie? Tu peux mettre ça en commentaire. Pensez aussi à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, des bisous et à la prochaine.